Bienvenue dans la partie 3 de la série La théorie de l'évolution réfutée par les remèdes naturels. Sur cette chaîne et à travers mes vidéos, je vous présente divers remèdes naturels qui réfutent la théorie de l'évolution par leur perfection innée. En dépassant leur aspect superficiel et en explorant leur constitution profonde, leur mode d'action ciblé et leurs vertus prodigieuses, vous pourrez découvrir et contempler la merveille de leur conception, l'harmonie de leur composition et l'ingéniosité de leur fonctionnement. Je vous propose ici un voyage dans le monde de l'infiniment petit pour observer les prodiges et les chefs-d'œuvre de la création que nous ne pouvons pas voir à notre échelle humaine, car c'est dans ce monde microscopique et invisible à l'œil nu que se trouve la clé de la réfutation de la théorie de l'évolution et la révélation d'une conception d'origine divine. Pour chaque remède que nous allons étudier, nous verrons d'abord sa composition, puis son fonctionnement et son mode d'action, et enfin les raisons pour lesquelles leur évolution n'est pas possible. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, et cliquez bien sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Bon voyage! Commençons avec un traitement naturel contre les verrues, la chélidoine, appelée aussi l'herbe aux verrues. Présentation du remède. La chélidoine est une plante qu'on trouve souvent en bord de chemin, dans les friches et près des murs. Lorsqu'on coupe sa tige ou ses feuilles, un liquide jaune qu'on appelle un latex s'en écoule. Et c'est cette substance qui s'applique directement sur la peau pour éradiquer les verrues grâce à ses propriétés caustiques, c'est-à-dire capables de détruire des tissus vivants par réaction chimique. Les composés caustiques de la chélidoine sont donc la sanguinarine, qui ronge les cellules de la verrue en perturbant leur structure cellulaire, et la chélicine, mais ici c'est la sanguinarine que nous étudierons. La sanguinarine est un alcaloïde toxique. Un alcaloïde est une molécule organique produite par les plantes pour se défendre contre les herbivores et les microbes. Ces substances ont généralement des effets puissants sur les organismes vivants, y compris sur les humains. Par exemple, la nicotine du tabac ou la caféine du caféier ou encore la guarana sont des alcaloïdes. Quels sont les effets de la sanguinarine contre les verrues ? Premièrement, effet sur les tissus cutanés. La sanguinarine provoque des brûlures chimiques sur les tissus cutanés lorsqu'elle est appliquée localement, ce qui réduit le volume des verrues et les assèche. Deuxièmement, effet sur les cellules. La sanguinarine endommage ou tue directement les cellules anormales infectées par le virus HPV. C'est le virus qui est responsable des verrues. L'élimination des cellules infectées entraîne un assèchement progressif de la verrue. Troisièmement, effet sur le flux sanguin. L'application de la sanguinarine altère également les vaisseaux sanguins dans la verrue en provoquant une inflammation et un rétrécissement de ceux-ci. Impact, la réduction du flux sanguin diminue l'apport de nutriments nécessaires à la croissance des cellules de la verrue, ce qui dessèche les verrues et les tue. Étudions de plus près l'impact de la sanguinarine sur les cellules. Pour cela, voyons qu'est-ce qui provoque les verrues. Le virus HPV engendre une division rapide des cellules infectées. Cette infection force les cellules de la peau à se multiplier beaucoup plus vite que la normale. Ces cellules se divisent tellement rapidement qu'elles forment une accumulation de kératine, une protéine présente dans la peau. Et c'est cette accumulation qui forme la verrue. La sanguinarine est efficace contre ces cellules en division rapide grâce à ses propriétés que nous allons étudier. Fonctionnement du remède. Quel est le mode d'action de la sanguinarine pour lutter contre les verrues ? Premièrement, l'insertion. Les molécules de sanguinarine sont capables de s'intégrer dans les membranes des cellules infectées, un peu comme si elles se glissaient dans la peau de la cellule. Regardons comment sont constituées ces membranes pour comprendre l'action de la sanguinarine. Constitution de la membrane cellulaire. Les membranes des cellules sont principalement constituées de lipides, qui sont des graisses, et de protéines. C'est ce qui maintient la structure et la fonction de la cellule. Elles agissent comme des barrières qui entourent et protègent chaque cellule de notre corps, tout en régulant ce qui entre et ce qui sort de la cellule. Les membranes cellulaires
sont formées de 2 couches de molécules grasses, appelées donc lipides, qui ont une caractéristique particulière. Elles possèdent 2 parties. Une partie qui aime l'eau, les têtes hydrophiles, et l'autre qui, au contraire, la repousse, les queues hydrophobes. Cette organisation permet aux lipides de se disposer en double couche, où les queues hydrophobes se regroupent à l'intérieur, loin de l'eau, tandis que les têtes hydrophiles se dirigent vers l'extérieur, en contact avec l'eau présente à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Vous n'avez pas à tout retenir, je vous pose juste le décor pour qu'ensuite vous puissiez tout comprendre. En dehors des cellules, les micelles, qui sont de petites structures faites de lipides aussi, transportent les liquides et les nutriments, en général depuis le tube digestif jusqu'aux cellules, ce qui est nécessaire à la vie et au fonctionnement des cellules. Mode d'insertion de la sanguinarine. Les molécules de sanguinarine sont conçues pour aller se lier aux lipides, donc aux graisses et aux protéines. Quand la molécule de sanguinarine se lie à la cellule et pénètre sa membrane, ça va complètement désorganiser la disposition normale de la membrane cellulaire et la rendre fragile, désorganisée et perméable. Du coup, des trous et des passages se forment, permettant à des substances qui devraient rester à l'intérieur de la cellule de s'échapper. En résumé, la sanguinarine perturbe l'équilibre de la membrane cellulaire, la rendant faible et vulnérable et causant des fuites de nutriments vitaux. Au fil du temps, cela va affaiblir la cellule et finalement la détruire. Et comme les micelles ne sont jamais bien loin des cellules puisqu'elles sont leur convoi d'approvisionnement en nutriments, et comme ces micelles sont conçues elles aussi de manière très similaire aux cellules, la sanguinarine va s'insérer aussi dans leur structure et la modifier, ce qui affectera leur capacité à transporter des substances vitales correctement jusqu'aux cellules. Le HPV. La sanguinarine cible spécifiquement les cellules infectées par le virus du papillome humain, le HPV, en raison de leur division rapide. En effet, ces cellules infectées se multiplient extrêmement vite à cause de l'infection qui perturbe leur cycle de croissance. Le cycle cellulaire est normalement régulé par des contrôles stricts qui empêchent une division excessive des cellules. Le HPV est un virus qui va court-circuiter ces contrôles, ce qui va pousser les cellules infectées à se multiplier très rapidement et de manière incontrôlée. À cause de l'infection par le HPV et de la division rapide, il y a une formation continue de nouvelles membranes cellulaires. Cependant, le processus de renouvellement et de contrôle étant dérégulé, les membranes créées précipitamment sont moins stables et plus fragiles que celles des cellules saines et bien réglées. Leur structure étant moins robuste, elles deviennent très sensibles aux agressions extérieures et notamment à l'action de la sanguinarine, qui va altérer encore davantage leur intégrité et favoriser la fuite de substances essentielles à la survie cellulaire. La sanguinarine s'attaque donc aux membranes cellulaires, au virus HPV, mais elle s'attaque aussi à l'ADN même des cellules infectées. Étudions donc de plus près l'impact de la sanguinarine sur l'ADN des cellules infectées par le virus HPV. Lors de la réplication cellulaire, les 2 brins de l'ADN se séparent et chaque brin sert de modèle pour créer un nouveau brin complémentaire. Cela permet à chaque cellule fille d'obtenir une copie exacte de l'ADN, ce qui est essentiel pour la division cellulaire. Les molécules de sanguinarine interfèrent avec ce processus en s'insérant entre les paires de bases de l'ADN des cellules en division rapide. Cela perturbe la structure en hélice de l'ADN. Cette perturbation bloque la réplication de l'ADN, empêchant ainsi la division cellulaire. En modifiant la structure de l'ADN, la sanguinarine empêche les brins de se séparer et d'être copiés correctement, ce qui arrête le processus de division cellulaire. Normalement, les brins doivent se dérouler et se séparer pour que chaque brin serve de modèle à la formation d'un nouveau brin. Mais avec la sanguinarine là au milieu, cette séparation est bloquée et les enzymes qui décomposent l'ADN pour la réplication ne peuvent plus fonctionner correctement. Les verrues, faites de cellules en division rapide, sont donc attaquées directement à l'origine de la division cellulaire, causant des dégâts irréparables à l'ADN, l'empêchant de dupliquer de nouvelles cellules infectées
et stoppant ainsi la croissance des verrues infectées par le virus. Les verrues sont donc éliminées en quelques semaines, avec une goutte sur la verrue 2 à 3 fois par jour. En plus de tuer les cellules des verrues, la sanguinarine possède des propriétés anti-inflammatoires pour réduire l'inflammation autour de la zone infectée, ce qui va accélérer la guérison. La sanguinarine est donc très efficace pour traiter les verrues, avec beaucoup moins d'effets secondaires que les traitements chimiques, voire aucun si le traitement est bien appliqué sur les verrues et non sur une zone saine. Voilà, il existe donc dans la nature le remède aux verrues, et un remède parfait qui cible les cellules infectées de l'intérieur, de l'extérieur et à la source même du problème. La chélidoine est une jolie fleur jaune qui, selon la théorie de l'évolution, aurait évolué avec les autres plantes à fleurs il y a environ 120 millions d'années. Et oui, la sanguinarine n'est produite que par les plantes à fleurs. On doit donc encore avoir recours à la création de matériel génétique nouveau à partir de rien si on veut expliquer son apparition dans le règne végétal par la théorie de l'évolution, pour la plante et pour le latex. Si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie au passage sur l'impossibilité de l'évolution des fleurs dans la vidéo partie 1 que je mettrai en description sous cette vidéo. Alors allons-y, explorons maintenant l'hypothèse de l'évolution de la chélidoine et de la sanguinarine. Pour savoir si elle aurait biologiquement pu évoluer, voyons déjà comment elle est conçue. Commençons par la composition de la sanguinarine. La sanguinarine est un type de molécule bioactive, c'est-à-dire que c'est une substance qui a un impact sur le fonctionnement du corps. La molécule possède une structure chimique complexe qui inclut 20 atomes de carbone, 14 atomes d'hydrogène, 1 atome d'azote et 4 atomes d'oxygène. Une recette bien précise qui est exclusivement celle-là, c'est celle de la sanguinarine. Et c'est précisément cette structure qui lui confère les propriétés curatives contre les verrues. En imaginant son apparition par un scénario évolutif, il faut penser qu'il soit possible à des scénarios aléatoires et aveugles de créer des objets ou des systèmes structurés, précis et dotés d'une fonctionnalité spécifique. Mais comme la théorie de l'évolution ne respecte aucune des lois de la nature, tout est permis. Pour que vous compreniez bien pourquoi la sanguinarine n'a pas pu évoluer, écartons-nous de notre sujet 5 minutes pour voir comment l'évolution par des scénarios et des mutations aléatoires, donc hasardeuses et chaotiques, pourrait ou non créer des choses complexes, entièrement nouvelles et fonctionnelles. Nous reviendrons sur la sanguinarine après. Les évolutionnistes disent que la transformation des espèces aurait lieu grâce à des mutations aléatoires dans l'ADN, ce qui ferait apparaître des organes nouveaux sur les espèces et inscrirait des informations nouvelles dans leur code génétique et dans leur instinct. Et tout cela coïnciderait, par hasard, parfaitement avec un environnement changeant qui mettrait l'espèce d'origine en danger de disparition si cette mutation n'avait pas eu lieu. Par exemple, le Pachycetus, un petit mammifère terrestre qui serait l'ancêtre des baleines, aurait subi une première mutation génétique aléatoire. Bien sûr qui lui aurait conféré des aptitudes à vivre sous l'eau. Par exemple, son système auditif terrestre se serait transformé en système auditif aquatique. Et justement, à ce moment-là, le climat aurait été en plein bouleversement et en pleine montée des eaux. Sans cette mutation hasardeuse, le Pachycetus n'aurait donc peut-être pas survécu. Pour notre sujet de la chélidoine, les évolutionnistes affirment que les alcaloïdes, comme la sanguinarine, auraient pu apparaître en évoluant à partir de précurseurs chimiques simples, présents dans les ancêtres communs des plantes comme la tyramine, qui est beaucoup plus simple. Je rentrerai pas dans les détails des compositions chimiques des deux éléments, mais il faut savoir qu'il y a autant de différences entre ces deux éléments qu'entre un crustacé et un lion. La théorie de l'évolution affirme donc avec assurance que les transformations d'espèces se font par mutation génétique aléatoire, donc par une modification accidentelle et imprévue de l'ADN d'un organisme, qui est comme le code informatique qui définit biologiquement les êtres vivants, ou par une apparition de matériel génétique nouveau sorti de nulle part. Ces mutations sont aléatoires dans le sens où elles se produisent sans intention ni direction, comme une faute de frappe dans un texte, ou comme surviennent les malformations non héréditaires,
par exemple la trisomie 21, la polydactylie, les becs de lièvre, le nanisme, etc. Donc les mutations aléatoires existent, jusque-là c'est la vérité. Cependant, elles sont toujours silencieuses, nuisibles, voire mortelles, jamais bénéfiques. Ce qui serait complètement absurde d'ailleurs, car les êtres vivants sont parfaits tels qu'ils sont. Une modification dans un système parfaitement conçu est forcément nocif ou au mieux ne fait pas trop de dégâts, mais on ne peut pas améliorer la perfection. Donc les mutations aléatoires existent, ça s'observe, mais elles n'améliorent rien. Mais là où la théorie de l'évolution est dans l'invention totale, c'est quand elle dit que ces mutations aléatoires pourraient créer de toutes pièces et à partir de rien du matériel génétique et de la matière biologique entièrement nouvelle, en faisant apparaître un ou des organes qui n'ont pas de précédent dans l'espèce, comme par exemple un melon de cétacé à partir d'un mammifère terrestre, comme on reprend notre exemple du Pachycétus qui se transformerait en millions d'années en baleine. La théorie est dans l'invention aussi, lorsqu'elle affirme que des organes ou des membres pourraient se transformer en d'autres organes ou d'autres membres, comme par exemple des pattes qui se transformeraient en nageoires. C'est d'ailleurs croire en une biologie simpliste et ignorer tous les fonctionnements complexes des membres et organes qui sont interconnectés avec tout le reste du corps. La théorie de l'évolution raconte aussi n'importe quoi quand elle affirme que la sélection naturelle, qui agirait comme une loi organisée, permettrait sur le long terme à l'espèce de trier les nouvelles mutations en fonction de leur utilité. Autrement dit, la théorie affirme qu'un organe pourrait donc apparaître par hasard, par mutation accidentelle, et serait par pure coïncidence parfaitement adapté au futur environnement et mode de vie de l'animal mutant, et pourrait donc être perpétué dans l'espèce par le choix judicieux d'une force invisible qui s'appellerait la sélection naturelle. Illustrons ça avec un exemple concret pour que vous voyez bien à quel point c'est absurde. Un chat naît avec une paire de bois, à cause d'une mutation aléatoire, et il se trouve qu'il naît par accident en plein milieu d'une forêt. Il se reproduit avec d'autres chats errants, qui eux n'ont pas de bois puisqu'il s'agirait d'une mutation aléatoire, accidentelle donc exceptionnelle. Et donc la sélection naturelle ferait perdurer la mutation des bois dans sa descendance, non par hérédité, mais parce que ça lui permettrait de mieux se défendre face aux prédateurs de la forêt. Alors qu'un chat est parfaitement conçu et a lui-même de quoi se défendre par sa nature, et en plus des bois, ce serait handicapant pour un chat qui n'a pas la structure crânienne et biologique pour les supporter. Et au fil du temps, le caractère aléatoire de la mutation deviendrait donc héréditaire grâce à la sélection naturelle, qui transformerait donc cette lignée de chats en une nouvelle espèce à force d'autres mutations aléatoires sur des millions d'années qui feraient de cette lignée de chats une lignée nouvelle d'un nouvel animal. Un peu comme si, dans quelques millions d'années, une lignée de trisomiques se transformait en une nouvelle espèce qui ne serait plus humaine parce qu'ils seraient allés vivre dans un environnement montagneux et isolé, que les mutations se seraient inscrites dans l'ADN de leur lignée de façon systématique et que d'autres mutations aléatoires leur auraient fait apparaître des cornes pour se défendre puisqu'ils sont plus vulnérables, un sonar de localisation pour communiquer entre eux, des sabots pour monter dans les montagnes et des tentacules avec des ventouses à la place des mains pour pouvoir chasser, et tout ça par hasard. Vous trouvez mon exemple atroce ? Mais c'est normal, la théorie de l'évolution est abominable. Dans cette théorie, les lois de la nature sont constamment violées, et c'est ce qui s'appelle un miracle. Un miracle, c'est un événement ou un phénomène qui semble se produire de manière surnaturelle, en dehors des lois naturelles. Pour les évolutionnistes, les miracles sont monnaie courante dans la nature. Mais dans la réalité, l'apparition d'organes nouveaux, ça n'existe pas. Les mutations aléatoires n'inscrivent jamais de nouvelles fonctions utiles et bénéfiques, c'est toujours le contraire. Un nouvel organe sur un être vivant ne sera jamais avantageux, il serait toujours un handicap parce que les êtres vivants sont faits pour être comme ils sont. Mais les évolutionnistes m'objecteraient que l'évolution, ça se fait progressivement, sur des millions d'années, pas comme ça d'un coup. Pourtant, ils disent aussi que les mutations aléatoires se produisent soudainement, que les organes ne se construisent pas progressivement sur des millions d'années.
Si vous les coincez sur l'un, ils défendront l'autre. En réalité, l'évolution progressive, donc par adaptation lente pendant des millions d'années, c'est une aberration aussi grosse que les mutations aléatoires, car un nouvel organe qui aurait commencé à évoluer il y a 300 000 ans, donc un organe non fini, c'est un organe atrophié, non fonctionnel et dangereux, voire mortel pour la survie de l'espèce. Imaginez l'évolution progressive des mammifères et de leur utérus. Si l'organe n'est pas parfait du premier coup, s'il ne fonctionne pas, l'espèce meurt faute de n'avoir pas pu utiliser son organe reproductif. Et un organe qui se transforme progressivement et lentement en utérus n'est pas un organe reproductif optimal, mais un organe reproductif en cours de construction, donc pas fonctionnel, pas viable. Il faudrait donc que les organes apparaissent soudainement et déjà finis pour qu'ils soient fonctionnels et avantageux pour l'espèce. Pourtant, quand on soulève l'impossibilité des apparitions d'organes soudaines, d'organes nouveaux, les évolutionnistes se mettent à défendre l'évolution sur des millions d'années. Et quand on soulève l'impossibilité de l'évolution d'organes sur des millions d'années, ils défendent les apparitions soudaines, de vraies anguilles. Mais l'évolution ne peut pas être l'un et l'autre, ou bien elle se fait par mutation aléatoire et sélection naturelle, comme pour notre exemple du chat, ou bien elle se fait par adaptation à l'environnement sur des millions d'années, comme pour la girafe qui, à force de tirer sur son cou pour attraper les feuilles, aurait vu son cou s'allonger de plus en plus, ou encore les dinosaures qui, à force d'essayer d'attraper les mouches, des ailes leur auraient poussé dans le dos. Mais les évolutionnistes se sont construits une troisième corde à leur arc en cas de panique. Ils peuvent aussi dire que des mutations aléatoires bénéfiques pourraient s'accumuler sur des millions d'années. Par exemple, qu'une première mutation aléatoire ferait naître un chat avec des toutes petites excroissances sur le dos, et qu'au fil du temps, des mutations aléatoires complémentaires viendraient les terminer pour en faire des ailes, comme une imprimante qui imprime une image morceau par morceau. Sauf que l'imprimante, elle, c'est une technologie créée avec intelligence, et elle possède l'information de l'image finale dans sa mémoire, parce qu'on l'a mise dans sa carte mémoire. Elle dispose donc d'un plan pour élaborer sa création. Mais dans la théorie de l'évolution, il n'y a pas de plan, pas d'information préexistante, tout arrive par hasard, accidentellement, donc ce n'est pas possible que des mutations aléatoires complémentaires se succèdent pour former quelque chose d'organisé dans le futur, car pour ça il faudrait un plan, de l'information inscrite quelque part pour pouvoir faire des mutations successives, cohérentes et complémentaires dans un but préétabli, ce qui implique une organisation et une intelligence à l'œuvre, tout le contraire de l'évolution qui est un processus aveugle. Croire à l'existence des mutations successives, c'est comme croire que les numéros d'une peinture numérotée pourraient apparaître par hasard et qu'à la fin ça donnerait un paysage cohérent et beau. C'est absurde. Enfin, ça l'est si on raisonne avec les lois naturelles stables et immuables, mais l'évolution raisonne avec des lois naturelles instables et variables selon les situations. Et là, on parle bien de mutation, pas d'hérédité. Un homme très grand qui va faire un enfant avec une femme très grande, qui va engendrer un enfant très grand, ça c'est de l'hérédité, pas de la mutation aléatoire, ça n'a rien à voir avec l'évolution. Et si l'enfant, en devenant adulte, est avantagé par sa taille, parce qu'il peut attraper les cerises plus haut que les autres dans le cerisier, ça ne veut pas dire que son enfant sera aussi grand ou plus grand que lui, ou qu'une nouvelle race de géants va apparaître à partir de sa lignée, et ça n'en fera pas non plus un oiseau dans 20 millions d'années. Mais revenons-en à notre sanguinarine. La théorie de l'évolution affirme donc que ce composé aurait évolué à partir d'autres composés chimiques plus simples. L'histoire de la théorie de l'évolution nous raconte que les plantes, étant des organismes incapables de se déplacer, sont constamment exposées à des attaques de divers prédateurs, comme les herbivores et les pathogènes. Pour survivre, elles ont développé divers moyens de défense, et l'un de ces mécanismes étant la production de composés chimiques toxiques ou répulsifs, dont la sanguinarine. Mutation aléatoire initiale. Selon l'évolution, la production de la sanguinarine a probablement commencé avec une mutation aléatoire dans les gènes responsables de la biosynthèse de petites molécules dans des plantes ancestrales.
Ces mutations ont modifié les voies métaboliques existantes menant à la production d'alcaloïdes primitifs qui avaient peut-être une légère toxicité pour certains herbivores ou agents pathogènes. Et enfin la sélection naturelle. Les plantes produisant de faibles quantités de ces substances toxiques ont eu un avantage sélectif car elles étaient moins attaquées par les insectes ou moins vulnérables aux infections. Cette pression sélective a favorisé les plantes capables de produire des versions de plus en plus complexes et efficaces de ces composés, notamment la sanguinarine. On est donc sur de la transformation d'organes existants en organes différents, comme les pattes de notre Pachycétus qui donneraient des nageoires de baleine, par mutations aléatoires successives, mais cohérentes, sur des millions d'années. C'est comme si les plans de Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Paris avaient évolué à partir de copeaux de bois par des mutations aléatoires successives sur 30 millions d'années. Et encore, la sanguinarine est infiniment plus complexe que Notre-Dame de Paris. Nous allons maintenant voir en quoi l'évolution par mutation aléatoire successive est impossible pour la sanguinarine particulièrement. Pour cela, voyons très rapidement qu'est-ce qu'un alcaloïde. Un alcaloïde, c'est une substance organique d'origine naturelle, comme les feuilles de coca, dont l'alcaloïde est le coca, les feuilles de tabac, dont l'alcaloïde est la nicotine, le caféier, dont l'alcaloïde est le café, etc., qui a une structure chimique unique, contenant au moins un atome d'azote et qui présente des effets physiologiques puissants sur les organismes vivants. Premièrement, les alcaloïdes sont des molécules complexes, composées d'anneaux et contenant au moins un atome d'azote. Leur structure variée et sophistiquée leur donne des propriétés très spécifiques. Deuxièmement, les alcaloïdes sont des substances naturelles produites par les plantes à partir d'acides aminés. Leur fabrication repose sur des processus biochimiques complexes, parfois très longs. Ces molécules servent notamment à protéger la plante contre les prédateurs ou à attirer les pollinisateurs. Leur élaboration requiert une ingéniosité chimique. Et troisièmement, ces molécules ont des propriétés bénéfiques sur les systèmes vivants grâce à leur forme qui s'adapte, un peu comme une clé dans une serrure. Cette interaction spécifique est le fruit d'une conception chimique très complexe. En gros, un alcaloïde, c'est donc une substance naturelle qui agit comme un remède sur le vivant. La sanguinarine est un alcaloïde, donc un composé chimique très complexe, et pour qu'elle exerce son action, chaque partie de sa structure doit fonctionner de manière très précise, en harmonie avec les autres composants. C'est la complexité irréductible. Toute altération de la structure chimique de la sanguinarine la rendrait inefficace, voire nuisible. Voyons maintenant pourquoi la sanguinarine n'a pas pu évoluer. La sanguinarine est composée de 20 atomes de carbone, 14 d'hydrogène, 1 d'azote et 4 d'oxygène, disposés de façon précise, fixe et inchangeable, pour former la bonne structure moléculaire capable d'interagir efficacement avec les membranes cellulaires pour soigner les verrues. Pour qu'il y ait eu évolution, il aurait fallu que la structure chimique de la sanguinarine puisse fonctionner en étant autrement que ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui n'est pas possible. Essayons tout de même d'imaginer une formation progressive de cet alcaloïde en imaginant une formule plus primaire du composé et en voyant si c'est biologiquement viable et fonctionnel. Par exemple, si on enlevait le carbone, la molécule de sanguinarine n'existerait plus, tout simplement, car c'est le carbone qui forme le squelette moléculaire. Si on enlevait le carbone, on détruirait littéralement le cadre de la molécule. Elle ne pourrait plus exister dans une configuration chimique fonctionnelle. Ce serait comme retirer les poutres principales d'un bâtiment. La structure s'effondrerait. Ou comme retirer le verre d'eau du verre d'eau. Le verre d'eau n'existerait plus, il n'y aurait plus qu'une flaque d'eau. Donc, sans carbone, la sanguinarine n'existerait plus tout simplement. Et si on enlevait seulement un atome de carbone sur les 20 ? Les 20 atomes de carbone forment le squelette de la molécule, auquel sont liés les autres atomes, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Si on en enlevait, la forme tridimensionnelle de la molécule serait modifiée et perdrait sa personnalité structurelle. Même en retirant un seul atome de carbone, ça rendrait la molécule totalement inactive ou inefficace. Ce serait comme enlever un os parmi tous vos os principaux, vous deviendriez handicapé, voire non viable. Ou comme si on enlevait un morceau du verre d'eau,
il ne pourrait plus contenir d'eau et perdrait ainsi son rôle de contenant pour liquide. Idem pour la sanguinarine, elle doit avoir ses 20 atomes de carbone pour exister telle qu'elle est et pour fonctionner comme elle fonctionne. Si on enlevait l'hydrogène, les atomes d'hydrogène sont responsables de la cohésion de la molécule, car ils maintiennent les atomes de carbone, d'azote et d'oxygène en place. Sans eux, les liaisons chimiques essentielles de la molécule se briseraient, ce qui causerait la désagrégation de la molécule. Pour reprendre nos exemples, ce serait comme enlever le ciment de votre maison. Les éléments ne tiendraient plus entre eux et la maison s'effondrerait. Comme pour le composé sanguinarine, c'est idem. L'absence d'hydrogène ferait perdre à la sanguinarine sa structure et sa cohésion et la rendrait inopérante. Et si l'on n'enlevait qu'un seul atome d'hydrogène ? Eh bien, ce serait comme enlever du ciment dans certains endroits de la structure de la maison, ça la ferait s'effondrer par effet de domino. Le carbone et l'hydrogène sont des éléments de structure du composé. Passons maintenant aux éléments actifs qui donnent à la molécule ses capacités d'attaque, l'azote et l'hydrogène. Si on enlevait l'azote, cela entraînerait un effondrement total de sa structure chimique et de ses propriétés fonctionnelles. Sans azote, la sanguinarine ne pourrait plus exercer son effet destructeur sur les membranes cellulaires, car sa structure serait tellement modifiée qu'elle ne pourrait plus se lier correctement aux éléments ou s'insérer dans les membranes. L'absence d'azote désactiverait la molécule sur le plan fonctionnel actif, entre autres, car d'autres effets désastreux se produiraient. On pourrait comparer la structure moléculaire et l'azote de la sanguinarine à une clé qui doit s'insérer dans une serrure, la membrane cellulaire. L'azote serait la structure des dents de la clé. Si on retirait l'azote, on retirerait la structure et la disposition des dents de la clé. Ainsi, la clé ne pourrait plus entrer dans la serrure ni ouvrir la porte. De la même manière, sans l'azote, la sanguinarine perdrait sa capacité à s'insérer dans les membranes cellulaires et à les perturber. Donc sans azote, la sanguinarine serait comme défaite et infonctionnelle, entre autres. Et si on enlevait un seul atome d'azote, il n'y en a qu'un, donc si on en enlève un, on enlève tout. Si on enlevait l'oxygène, l'oxygène est responsable de la polarité des molécules, c'est-à-dire de la façon dont elles interagissent avec des environnements hydrophiles, qui aiment l'eau, et hydrophobes, qui n'aiment pas l'eau. Si on enlevait l'oxygène, la polarité de la molécule serait perturbée et la sanguinarine deviendrait beaucoup plus hydrophobe, ce qui déréglerait complètement ses interactions avec les parties hydrophiles des membranes cellulaires ou de l'ADN. Sans oxygène, le fonctionnement de la molécule qui agit en interaction avec l'eau serait donc chaotique ou inexistant, et comme c'est grâce à ces régions hydrophiles et hydrophobes qu'elle peut se lier aux cellules et s'insérer dans les membranes, la seule chose qu'elle pourrait faire, c'est flotter dans le corps sans servir à rien. Et chaque élément ne peut de toute façon pas vraiment être étudié et analysé seul parce que c'est la recette qui compte et qui donne à la molécule toutes ses vertus. En résumé, la sanguinarine existe et fonctionne parce qu'elle est faite exactement comme elle est, et une version altérée de la sanguinarine ne serait tout simplement pas de la sanguinarine. Donc si on imagine le scénario de l'évolution, qu'elle était autrefois une ébauche de sanguinarine en cours de transformation, c'est que ce n'était pas de la sanguinarine, mais une substance inutile et dangereuse pour sa plante. Car la chimie est une science de précision, la moindre erreur ou approximation peut avoir des effets néfastes, en particulier lorsqu'elle entre en interaction avec des organismes vivants, dont l'équilibre biologique exige des substances parfaitement dosées et adaptées. Et donc, selon l'évolution, si cette substance en cours d'élaboration était néfaste ou inutile pour la plante, elle serait rejetée par la sélection naturelle et éradiquée de l'évolution, donc n'existerait pas. Étudions alors la crédibilité de l'hypothèse évolutive d'une substance ébauche de la sanguinarine et de sa plante, la chélidoine. La chélidoine est une plante à fleurs, un angiosperme. Selon la théorie de l'évolution, son ancêtre était donc un gymnosperme, donc un sapin, un cèdre ou un séquoia. Je vous renvoie à la vidéo partie 1 en description. Il faut déjà imaginer la métamorphose d'un tel arbre en une si petite fleur. Alors, pour être clémente avec les évolutionnistes
et aussi pour aller plus vite, on va imaginer que des milliards de mutations chanceuses et des milliards de coïncidences accidentelles auraient métamorphosé un séquoia en une plante qui commence à ressembler à la chélidoine. Maintenant, si une mutation aléatoire dans l'ADN de cette plante primitive avait fait apparaître un gène codant pour la production de sanguinarine d'un coup, il s'agirait alors de création de matière, de fonctions et d'informations génétiques sans précédent dans la plante, à partir de rien, sans auteur, sans plan, sans organisation et sans intelligence. Or, ce n'est pas ce qu'on observe en science. Les choses n'apparaissent pas comme ça. C'est une loi physique de la nature. Rien ne se crée, tout se transforme. Ou alors il faudrait imaginer un gène qui aurait évolué à partir d'un autre gène, un alcaloïde qui évoluerait à partir d'un autre alcaloïde. Or, nous venons de voir que la personnalité d'un alcaloïde est telle qu'elle est faite de façon immuable. Si on la change, elle se désintègre. Ce n'est donc pas possible non plus. Mais ce qui est possible ou fidèle aux lois naturelles importe peu pour les évolutionnistes, car ce qui les intéresse, c'est la conclusion, ça a évolué. Après, si c'est faisable ou pas, peu importe, la nature devra se plier à leur conclusion. Il faut comprendre que l'idéologie évolutionniste est en réalité une croyance religieuse et que leur croyance passe avant la réalité et les lois de la physique. Les évolutionnistes ne croient pas rationnellement en les lois fixes de la nature que nous observons. Non, ils croient que ces lois sont amovibles et qu'elles peuvent varier selon les situations et les besoins pour aboutir à la conclusion « ça a évolué ». Ils croient que les miracles font partie des lois naturelles et sont choses courantes, spontanées et normales. Ils croient que le miracle est une loi naturelle qui peut violer toutes les autres. Et cela autant de fois qu'il existe d'espèces vivantes sur Terre. C'est la loi du fameux prodige de l'évolution. Alors que nous, les croyants en un Dieu créateur, nous observons des lois physiques fixes et immuables, et nous observons que les miracles sont des violations exceptionnelles de ces lois par Dieu, dans un but précis et voulu intentionnellement. Comme le miracle eucharistique de l'Anciano par exemple, ou une hostie consacrée à saigner. Dieu a créé les lois physiques, il a donc le pouvoir dessus. C'est logique et ça a du sens. Mais la pensée évolutionniste, elle, est complètement irrationnelle et dogmatique. Voyons aussi pourquoi la sanguinarine n'a pas pu évoluer au sein d'une plante primitive et même au sein de la chélidoine. La sanguinarine, présente dans la chélidoine, est un composé caustique, donc toxique pour les cellules vitales. Pour avancer sur notre point, commençons par nous demander pourquoi la sanguinarine ne détruit pas la chélidoine de l'intérieur à cause de sa cytotoxicité. La chélidoine, comme la plupart des plantes, possède des vacuoles, qui sont de grands compartiments cellulaires où la plante va stocker les composés toxiques comme la sanguinarine. L'existence de ces compartiments empêche la sanguinarine d'entrer en contact avec des structures cellulaires essentielles de la chélidoine, comme l'ADN, les protéines ou les membranes cellulaires. La plante est donc conçue avec des compartiments adaptés au stockage d'éléments cytotoxiques. Tant que la sanguinarine est dans les vacuoles, donc dans les compartiments, elle est non toxique par isolement, car elle ne peut pas interagir avec d'autres molécules, comme un poison n'est pas toxique quand il est dans un bocal fermé. Ensuite, dans ces compartiments, la sanguinarine est synthétisée sous une forme peu toxique par la plante. Sa toxicité complète est activée seulement en cas de coupure de la plante, morsure d'insectes par exemple. Donc, en cas d'exposition à un environnement différent de l'intérieur de la plante. Lorsque la plante est coupée et que les vacuoles sont endommagées, la sanguinarine va alors se répandre dans les tissus végétaux ou sur les insectes qui l'attaquent. La sanguinarine devient alors un puissant toxique contre les insectes, champignons, bactéries et autres infections. Mais elle reste toujours non toxique pour la chélidoine, car la plante a été conçue avec la faculté de produire des protéines de détoxification qui neutralisent la toxicité de la sanguinarine.
La chélidoine utilise également des pompes d'efflux pour expulser activement la sanguinarine hors de ses cellules vitales, là où la sanguinarine pourrait l'affecter, en la redirigeant dans les zones blessées ou mordues par un insecte, là où la sanguinarine doit agir comme agent défensif. Et dans le cas où il en resterait un peu dans les zones vitales, la chélidoine possède des parois cellulaires beaucoup plus épaisses que la normale, ce qui empêche l'action caustique de la sanguinarine sur les membranes de ses propres cellules. La chélidoine a donc été créée avec un mécanisme de résistance sur mesure à la toxicité de la sanguinarine qu'elle produit, comme certains pivers qui produisent une substance collante avec leur salive pour attraper les insectes avec leur langue, et qui, pour éviter que leur propre langue ne colle à leur gorge, sécrètent une substance anti-adhésive en avalant. Alors, possible ? Voyons ça. Si une plante primitive avait créé une substance toxique sans avoir encore les mécanismes de défense pour s'en protéger, cela aurait engendré l'extinction systématique et immédiate de l'espèce dès les premières secondes qui auraient suivi la mutation aléatoire qui aurait fait apparaître l'alcaloïde toxique ou même semi-toxique. Cette option n'est donc pas envisageable. Si c'était d'abord les mécanismes de défense qui avaient évolué, cela impliquerait des plans, et cela impliquerait que les mécanismes de défense de la chélidoine seraient d'abord apparus en vue d'héberger une substance toxique, ce qui impliquerait une évolution planifiée à l'avance, intelligente. Mais dans la théorie de l'évolution, il n'y a ni créateur, ni intelligence pour élaborer de tels plans. L'évolution est censée être un processus complètement aveugle. Cette option n'est donc pas envisageable non plus. Ou alors, tout serait apparu en même temps, ce qui veut dire que la plante aurait été créée telle qu'elle, comme le pensent les créationnistes. Cette option est l'explication la plus scientifiquement plausible, car l'explication de l'existence de cette plante repose sur son irréductible complexité. Tout doit être là en même temps pour fonctionner correctement sans s'auto-intoxiquer. La chélidoine et la sanguinarine sont donc une preuve concrète et observable du fait que tout a été créé en même temps pour pouvoir fonctionner. Selon le principe de causalité, qui stipule qu'il existe une cause derrière tout effet observé, dans le cas de la chélidoine, qui est une plante conçue de façon audacieuse, avec un alcaloïde exerçant une action ciblée sur les verrues et les cellules infectées, on peut logiquement en déduire que la cause d'un effet aussi ingénieux et intelligent est forcément intelligente. La chélidoine est donc une preuve de l'action créatrice de Dieu en tant que créateur intelligent, qui a créé cette plante telle qu'elle est, avec son principe de défense tel qu'il est.